peut-être la première chose à dire, c'est que l'innovation, ça ne coïncide pas, parce que c'est une deuxième partie aussi, c'est ce que ça n'est pas, ça ne coïncide pas forcément avec la création ou l'invention. C'est pas pareil. Tout à fait. Bon, je crois qu'il faut, je dirais, distinguer la découverte d'un phénomène physique par exemple, de l'invention qui va permettre de prendre un brevet par exemple, de l'innovation. Et l'innovation, c'est en fait la mise en pratique concrète, je dirais, d'une invention. C'est une sorte de traduction sociale au fond de l'invention. Absolument, c'est quand, en termes, je dirais, économiques, c'est quand un produit est mis sur un marché, c'est quand un nouveau procédé est industrialisé et qu'il peut vraiment commencer à contribuer à une production industrielle. Je voudrais dire aussi que l'innovation n'est pas simplement une innovation technologique. Je n'ai évidemment pas de crédibilité pour parler d'innovation sociale, par exemple, et je dirais je peux parler de ce que je connais bien, donc de l'innovation technologique, mais l'innovation est beaucoup plus vaste que cela. Et l'innovation sociale, qui peut être impulsée par exemple par des ONG, l'innovation administrative, organisationnelle, est quand même souvent aussi, je dirais, un peu le fruit d'une innovation technologique qui la permet. Oui, bon, on peut penser, et vous le faites, enfin, vous rappelez Taxon Web par exemple, hein, c'est un exemple de modification administrative dans ce cas-ci, mais qui est permis par Internet. Absolument. Mais on voit bien aussi que tout le système bancaire est très concerné aussi par cet usage d'Internet. Hein. On ferme des agences, il faut bien le reconnaître aussi. Hein. Oui, et ça, c'est tout le problème de la destruction créatrice. Hein. Oui, si on cher plaide... à M. Schumpeter et cher à Philippe de Waut aussi. Absolument. Et donc, si on plaide pour l'innovation, on doit s'attendre à ce genre de choses. Et on a toujours dit, il y a une vingtaine d'années d'ici, ou 20-30 ans, que le secteur bancaire serait la sidérurgie de l'an 2000. Peut-être y a-t-il un petit décalage, mais c'est quand même pratiquement ce que l'on peut constater. Bon, pour en revenir à l'innovation aussi, elle est d'autant plus nécessaire que le monde bouge et il bouge de plus en plus vite. Hein. Absolument. C'est ça le problème. Absolument. Et je présente d'ailleurs l'innovation comme un mécanisme d'adaptation darwinien au changement. Avec quand même un côté un peu paradoxal, parce que si on veut s'y adapter de manière positive, il faut être proactif, donc il ne faut pas réagir trop tard. Mais par ailleurs, si l'on est proactif et qu'on est un agent de l'innovation, ça ne fait qu'accélérer le rythme du changement. Transformation par le Absolument. fait. Oui. Donc vous parlez plutôt de cycle plutôt que de processus linéaire. On a tendance à dire, oui, il y a les laboratoires, les chercheurs qui sulfurent, il y a à un moment donné quelque chose qui émerge, des ingénieurs qui s'en emparent, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général la science appliquée, et ça débouche dans l'industrie. Ben, oui, c'est vrai, ça, mais on a l'impression que ça va de soi, ce n'est pas le cas. Alors ça ne va pas du tout de soi, et c'est d'ailleurs ce que l'on appelle le paradoxe européen. On considère, et je pense que c'est la réalité, que l'Europe est certainement la zone du monde qui est la meilleure en termes de recherche, et en particulier de recherche de base, de recherche fondamentale. Et ce n'est pas l'Europe qui en tire vraiment parti au niveau économique. Je dirais que ce sont d'autres régions du monde qui en tirent des marrons du feu, les États-Unis en particulier et l'Asie. Et c'est pour ça que j'ai voulu présenter l'innovation non pas comme un processus linéaire, comme on la présente généralement, partant de la recherche de base et allant finalement jusqu'à un développement économique, mais j'ai voulu expliquer que c'est finalement un cycle et que aussi la recherche de base ne va pas nécessairement pousser, ou en tout cas amener naturellement à l'innovation. Je considère que la recherche fondamentale, qui est importante, hein, je crois que je ne vais certainement pas... On peut même dire indispensable. Elle est même indispensable, constitue le terreau de la recherche appliquée. Et contrairement à ce que l'on pense, le processus va souvent en sens inverse, c'est plutôt on se lance dans de la recherche appliquée et à un moment donné on coince. Et on a bien besoin de recourir aux spécialistes de la recherche fondamentale pour pouvoir solutionner des problèmes. On pourrait dire que les praticiens se tournent un peu vers les théoriciens, quoi, pour simplifier. Mais absolument, si on prend l'analogie du terreau, il faut bien qu'on y plante quelque chose, et le terreau est utile quand on y a planté quelque chose, donc quand on sait poser une question et que l'on a besoin de cette nourriture. Par contre,
une deuxième chose, et c'est à mon avis ce qui explique le plus le paradoxe européen, c'est que lorsque l'on fait quelque chose de bien en recherche appliquée, que l'on découvre quelque chose de nouveau, ce n'est pas pour cela que ça devient une innovation. Et bien souvent, et je dirais, beaucoup de choses restent, comme on le dit, sur étagère. Des procédés ont été développés, des produits ont été, je dirais, développés également dans des laboratoires de recherche appliquée. Mais si ce qu'on appelle le business plan n'est pas adapté, si le produit n'est pas compétitif sur le marché, finalement, les choses ne vont pas s'implanter. Or, que faut-il pour que quelque chose puisse être implanté en pratique? Il faut passer ce que, dans le jargon européen, on appelle depuis quelques années la vallée de la mort. On va y venir. Donc, je pense que c'est un des points fondamentaux, finalement, de ce petit bouquin. Oui, et vous montrez aussi que, il n'y a pas de lien direct entre créativité et innovation, mais d'un autre côté aussi, on peut faire de l'innovation relativement sans créativité, si je puis dire, ou en tout cas sans recherche. Je dirais plutôt sans recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'il est parfois difficile d'entendre pour les chercheurs universitaires. Mais je voudrais peut-être nuancer mon propos. On peut très bien faire de l'innovation sans faire soi-même la recherche et en allant chercher les résultats de la recherche ailleurs. Et dans le contexte de la mondialisation actuelle, on peut très bien aller chercher des résultats de recherche en Asie, aux États-Unis, n'importe où finalement. On peut acquérir un brevet, ce qui fait que ça a donné lieu à l'émergence d'un nouveau métier qui sont les gens qui font ce qu'on appelle du technology scouting, de la recherche technologique, et qui vous disent mais ne vous tracassez pas à faire la recherche vous-même, dites-nous quel est votre problème, on vous trouvera la solution et vous n'aurez plus qu'à l'appliquer. Oui, mais c'est make or buy aussi. Et c'est make or buy. Où on investit et on le recherche nous-mêmes, ou bien on l'achète parce que quelqu'un a déjà la solution ailleurs. Ce qui entraîne aussi éventuellement une dépendance. C'est toujours un dilemme pour les gens qui font de la recherche, et en particulier de la recherche appliquée et qui veulent développer de l'innovation. Ce make or buy devrait toujours se poser comme question. Quand on a affaire à des chercheurs, naturellement, ils préfèrent le faire eux-mêmes. Et donc, il faut vraiment à un moment donné se poser et interpeller les gens. Mais je dirais aussi qu'il y a une chose très importante également, si on veut vraiment tirer correctement profit d'un développement, d'une invention qui a été faite par ailleurs et qui existe peut-être déjà dans d'autres secteurs, il faut en interne disposer de gens qui ont de la compétence et qui, à un moment donné, ne prennent pas des vessies pour des lanternes et sont capables de dialoguer avec les gens qui, en principe, vous apportent la solution. Et on remarque souvent que pour avoir cette compétence, il faut soi-même faire de la recherche. Et donc, il y a toujours un équilibre à trouver. Oui, mais enfin, on a le choix entre faire de la recherche ou le prêt-à-porter, si je puis dire, plus en plus souvent. Si ce n'est que ce n'est jamais du prêt-à-porter. Et quand on doit transposer quelque chose qui a déjà été développé, une technologie qui a déjà fait l'objet de publications, pour le monde universitaire, ça paraît toujours tout simple. Or, la réalité, c'est que quand il faut appliquer ça à des situations pratiques concrètes dans un autre domaine, ça pose toujours beaucoup plus de problèmes qu'on ne l'imagine. Quand vous dites ça, vous visez peut-être des gens en particulier, c'est-à-dire ceux qui doivent juger de la justesse de projets d'innovation. Ceux qui consistent simplement, comme vous venez de le dire, à adapter en quelque sorte quelque chose qui existe déjà dans un autre secteur, par exemple, ça passe en général à la trappe parce que ça n'est pas considéré précisément comme de l'innovation. Or, dites-vous, c'est pas si simple que ça non plus, et l'adapter dans un autre secteur, ça fait partie de l'innovation aussi. Mais vous mettez le doigt là-bas sur un sujet qui me préoccupe et... oui, au sens où vous y aviez déjà peut-être été confronté. Face auquel, disons, je suis confronté, et la communauté des industriels sont confrontés depuis de nombreuses années, et en particulier au niveau des évaluations des programmes européens. De plus en plus, pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, les évaluateurs viennent du monde académique. Or, je dirais que quelqu'un qui vient du monde académique, un professeur d'université, considère assez facilement que quelque chose qui a déjà été trouvé quelque part, qui a fait l'objet de publications dans la littérature, n'est plus innovant.
Okay. Et donc, aux questions et aux évaluations qui sont réalisées, la tendance est de mettre une cote relativement faible au caractère innovant. Mais je crois qu'il y a finalement une certaine confusion dans les termes. On doit innover et on doit être innovant à tout niveau, y compris en recherche fondamentale. Mais à partir du moment où on considère que la définition de l'innovation, c'est la mise en pratique de quelque chose, eh bien justement, le caractère, je dirais, propice à l'innovation d'un projet est lié à sa capacité d'être mise en œuvre quelque part de manière pratique concrète. Et là, on a souvent, je dirais, des surprises en voyant que des projets qui devraient amener à des innovations particulièrement intéressantes ne sont pas appréciés comme ils le devraient parce que considérés comme peu innovants. Non, moins créatif, enfin peut-être. Oui, c'est toujours la même confusion que celle qu'on dénonçait au départ. Absolument, absolument. Et je dirais que la créativité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, mais la créativité va générer des idées. L'innovation va nécessiter beaucoup de transpiration. Oui, c'est ça. C'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration, l'innovation. Non oui, on peut le résumer comme ça. On peut le résumer un peu comme ça.